Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. Je salue tous les téléspectateurs, vous qui nous suivez à Paris, vous nous suivez à Florence aux États-Unis, vous nous suivez à Lubumbashi, vous nous suivez à Bukavu, vous nous suivez, je vois même d'autres à Londres, vous nous suivez grâce à YouTube parce que nous passons en direct sur YouTube, mais aussi grâce à l'application TNF. Merci d'être donc avec nous, mais aussi ceux qui sont en présentiel à Kinshasa. Merci donc de nous accorder votre temps pour ces chemins critiques. Nous avons une problématique majeure à vous soumettre aujourd'hui. Vous savez, quelles que soient les divergences qu'il y a dans notre pays, quelles que soient les différences de perceptions entre ceux qui dirigent et ceux qui les combattent, donc les adversaires politiques, quelles que soient nos différences religieuses, philosophiques, culturelles, de genre, nous restons tous unis à une seule réalité, nous restons unis au Congo. Mais quelle est la grande cause nationale? Quelle est la chose pour laquelle tous les Congolais sont prêts à se lever pour pouvoir se mobiliser et aller de l'avant? Contre qui devons-nous tous nous battre de la même manière? La question est fondamentale parce qu'elle se pose toujours quand nous approchons des moments des élections. Ce sont des moments de rupture avec les conforts habituels. Les élections, c'est un moment de déchaînement des passions. Et le Congolais s'interroge aussi en même temps comment les divergences idéologiques, comment la campagne électorale qui s'annonce ne va pas aller troubler et briser le fondement même de notre nation. Quelle est donc la cause nationale que nous défendons aujourd'hui? Qu'est-ce qui est plus important que tout? C'est la question que je vais me poser, je vous pose ce soir, à laquelle je soumets mon invité, un invité de marque, quelqu'un que vous connaissez, qui m'a fait le bonheur d'être ici à Kinshasa pour un de ses voyages, mais qui vient aussi de l'intérieur du pays parce qu'il est un homme politique, avec lequel j'ai le privilège de parler aujourd'hui. Je voudrais saluer Emmanuel Ilunga, président de l'ARP. Bonsoir, monsieur Emmanuel Ilunga. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de venir aujourd'hui. J'en prie. Vous n'êtes pas un inconnu pour nos téléspectateurs. La première émission que vous m'avez, la première interview que vous m'avez personnellement accordée, elle remonte déjà au près de 20 ans aujourd'hui. Vous avez donc choisi de faire de la politique et vous êtes donc le président d'un parti politique. Vous n'êtes pas un inconnu parce que vous avez été membre du gouvernement. Vous avez été ministre parmi les tout premiers ministres du Congolais de l'étranger. Vous avez été ministre, vice-ministre des Affaires étrangères même, à la coopération, et vous avez même été aux affaires foncières. Vous êtes donc un homme d'État, quelqu'un qui connaît quelque chose sur l'État et qui va nous répondre aujourd'hui à certaines questions. Alors, ma lecture, c'est que vous êtes resté silencieux pendant 3-4 ans, vous ne dites rien, et pourtant vous avez le droit à la parole. Vous avez la connaissance nécessaire pour dire quelque chose, vous vous taisez. Ce silence était-il un silence stratégique? Est-ce que c'était le mépris par rapport au peuple ou à ses gouvernants? Ou bien c'était un silence peut-être philosophique? Pourquoi vous avez gardé silence tout ce temps? Merci beaucoup. Merci, je vous remercie. Je remercie l'Éternel, le bon Dieu qui a fait que ce moment puisse exister. Pour autant, je ne peux pas dire que ce silence était un mépris pour le peuple. Non, jamais. Je ne peux pas avoir du mépris pour mon propre peuple. Je suis resté silencieux parce que je devrais d'abord, j'ai sorti d'un gouvernement et j'ai pris un moment comme un ermite de réflexion. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais au gouvernement et qu'est-ce que j'aurais pu faire? Et si demain je dois revenir au gouvernement, qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les erreurs que je peux éviter? Et donc, j'observais depuis lors les actions du chef de l'État, du président de la République, et qui, par ailleurs, j'y constate, essuie beaucoup de critiques de la part de certains de nos compatriotes. Et tout ça, pour moi, c'est une matière à réflexion. Et c'est pour cela, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre parole pour expliquer un petit peu la démarche et les difficultés qui... Vous savez, le Congo était en guerre, mais les Congolais ne savaient pas. Les Congolais ne savaient pas que leur pays était en guerre. C'est jusqu'au jour où Laurent Désiré Kabila est arrivé, mais en fait, on était en guerre depuis bien longtemps. Mais on a été silencieux, peut-être parfois naïfs, et notre naïveté nous a conduit à des situations
déplorable. Et voilà, donc je développerai au cours de l'émission, parce que le président Félix arrive, il n'hérite pas d'un pays unifié, d'un pays qui est sur la voie du progrès. C'est un pays qui se recherche encore. La population se recherche, la classe politique même, elle ne définit pas très clairement leur ligne politique. Donc on ne sait pas réellement situer la classe politique congolaise, parce qu'elle bouge à tout vent. Et donc tout ça me permet aujourd'hui de regarder des choses avec beaucoup de distance et de pouvoir intervenir à juste titre. Vous avez donc le droit d'intervenir, mais vous êtes quand même quelqu'un qui est rentré avec beaucoup de puissance sur la scène politique parce que vous y êtes rentré avec une ambition, tout le monde se souviendra, que la prise, l'entrée en fonction, l'entrée même pas en fonction, l'entrée sur la scène politique de votre mouvement s'est fait ici à Kinshasa avec beaucoup de fracas. Vous étiez même candidat président de la République. C'était comme ça que l'on vous a rencontré, vous a connu. Vous avez, le temps est passé. Les jeunes de l'époque aujourd'hui, celui-là, donc les cheveux sont grisonnants. L'expérience vous a certainement appris beaucoup de choses. Vos ambitions de départ, la force avec laquelle, la fougue avec laquelle vous avez commencé, ça s'est évaporé ou ça s'est condensé? Moi, plutôt, je réfléchis comme Mitterrand, François Mitterrand, qui ne lâchait rien, qui a été à plusieurs reprises aux élections et il a fini par la force de la pensée et de ses convictions d'arriver au résultat. Moi, j'ai toujours ces rêves très présents en moi et je pense que j'ai les qualités intellectuelles, morales et physiques pour réussir à renverser les choses. J'ai la formation nécessaire pour pouvoir le faire et un peu d'expérience aussi. Parce qu'au-delà d'être ministre, j'ai été conseiller de certains chefs d'État africains. Donc j'ai vu comment certains pays sont dirigés et les difficultés auxquelles ces pays étaient confrontés. Et donc je pense que je me suis nourri, enrichi de toutes ces expériences qui, demain, je pense que mes ambitions sont intactes. Même si cette année, je ne suis pas candidat aux élections présidentielles, mais je dois vous avouer que je suis très ambitieux et je rêve beaucoup pour mon pays. Je pense que j'ai la capacité nécessaire pour changer les choses. D'ailleurs, dans le nom même de votre parti, l'Action républicaine pour le progrès, je prends le mot qui est au milieu, la République. Absolument. Alors, donc, vous vous battez pour la République. Vous la voyez comment? Vous savez, moi je pensais naïvement, à l'époque j'étais très jeune, j'avais une vingtaine d'années, je sortais de mes 19 ans, je partais dans mes 20 ans, je monte à Paris, je croyais que tous les Français parlaient français. Et que tous les Français savaient lire et que c'est un seul peuple et une seule ethnie. Non. Mais j'y suis arrivé, j'étais surpris. Je vois qu'en France, il y a des Auvergnats, il y a des Basques, il y a des Bretons, il y a des Alsaciens. Et puis, il y a ceux qui sont en Île-de-France, au nord, les ch'tis. Mais je me dis, mais attends. Et toutes ces personnes ont chacun son ethnie, sa tribu, sa langue. Mais tous, ils se retrouvent sous les drapeaux français. Les tricolores, les drapeaux tricolores, et les pays qui les rassemblent. C'est ça qui est plus important dans leur esprit. Et tous les hommes politiques, aucun ne s'est battu pour sa région, pour son officine personnelle, que pour la République. Et nous, au Congo, nous avons une chance extraordinaire, parce que nous avons 450 ethnies, dirait-on. Mais ces ethnies, c'est une richesse pour nous. Parce que de ces ethnies, nous pouvons nous enrichir. Maintenant, nous, les Congolais, c'est à nous de comprendre d'abord, parce que nous comptons toujours sur l'aide extérieure, sur les autres, et qu'on n'a pas compris que de notre richesse, on peut en faire un exemple mondial. Moi, j'y crois. Je crois que nous pouvons consolider, parce que la République, pour moi, elle existait déjà. Maintenant, il faut consolider ces bases. Ces bases, on les consolide avec les savoirs, avec les savoir-faire, avec l'amour, avec le patriotisme. Et je pense qu'un homme d'État est différent. La différence se creuse tout de suite entre un homme d'État et un homme politique. Moi, je suis un homme d'État. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, ma vie politique n'est pas liée aux élections de cette année. Je peux avoir des projections dès demain. Ce qui est important pour moi, comment je ferai que les générations futures, qu'il n'y ait plus de Chegues dans la rue? Comment ferai-je
qu'il n'y ait plus des enlèvements comme ça, intempestifs dans mon pays. Comment ferais-je pour que les gens vivent bien? Et ça, c'est des projections sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, Dieu le permettant. Et donc, mes ambitions sont intactes. Évidemment, vous avez raison de dire que vous êtes un homme d'État parce que nous avons fouillé un tout petit peu votre passé. Il y a 12 ans, vous nous accordez une interview. Nous nous approchions de la période électorale. Nous sommes en 2011. Vous connaissez comment c'était pas facile, c'était difficile ces élections-là. Nous étions au deuxième cycle électoral. Et la même période, presque avant les élections, il y avait eu des envolées oratoires, des prises de position radicales, des contradictions dans tous les sens. Et à l'occasion, j'avais eu le bonheur de recevoir M. Emmanuel Ilunga. Voilà ce qu'il avait dit il y a 12 ans. J'ai gardé quelques images. C'était comme s'il parlait pour aujourd'hui. Suivant. Ben écoutez, au-delà de militants, je lance un message à la nation, effectivement. Ce que je souhaite pour mon peuple, c'est que les Congolais puissent avoir de la conscience. La conscience, la tolérance, et faire en sorte qu'on ne va pas vers quelqu'un, on ne va pas voter quelqu'un parce qu'il est de ma tribu, de mon ethnie. Parce que ça ne changera rien à votre vie personnelle. On va voter quelqu'un qui va occuper des fonctions publiques parce qu'il est capable, parce qu'il a des idées et il va servir tout le monde. En allant vers quelqu'un pour satisfaire son ego personnel, ça ne va pas augmenter ses propres subjectivités. Son intérieur restera toujours obscur et on va continuer à souffrir. Voilà, moi j'appelle la nation tout entière au réveil et d'aller vers des gens qui sont capables de défendre les intérêts nationaux. L'intérêt national. Ceux qui sont capables de servir tout le monde. Des gens désintéressés. Donc, j'appelle tous les Congolais à nous suivre. Bien parce que nous sommes ces hommes providentiels qui pourront apporter des solutions dans ce pays. Bien sûr, merci. Ils vous ont suivi certainement et ils ont la liberté du jugement. Vous avez suivi M. Emmanuel. Voilà. Il y a évidemment 12 ans, Ouais. vous étiez en 2011, Emmanuel Ilunga n'a pas contredit, n'a pas changé. Évidemment, moi j'ai maintenant un peu la barbe blanche et tout ça. Lui, il a des cheveux un peu gris. Ouais. Mais je crois que dans l'ADN personnel, vous êtes resté le même. Je suis resté le même. Ça vous fait quoi d'entendre ça? Mais en fait, c'est un plaisir, mais en même temps, c'est une responsabilité. Ça me responsabilise davantage parce que je ne peux pas me contredire. Ça serait un parjure. Je dois tout mettre en œuvre pour servir ma nation. J'ai fait de mon mieux quand j'étais au gouvernement. Vous savez, vous êtes journaliste, vous entrez souvent dans les secrets des choses. Vous avez vu les difficultés auxquelles j'étais confronté. Mais malgré mes difficultés, surtout aux affaires foncières, j'ai dû rendre plus de 52 villas à des gens qui ont été spoliés, notamment Gabriel Moka et autres, mais au prix d'intenses combats. Parce que c'est la nation. Et la nation exige de ses enfants la probité et le courage. Et moi, j'ai le courage. Alors, parmi les projets qui sont restés dans la gorge, mais je ne parle pas des affaires foncières, j'entre aux Congolais de l'étranger. Vous aviez à l'époque apporté le projet de la carte Okapi et vous avez apporté aussi le projet de la banque de la diaspora. Très bien. Ces deux projets, structurant même le retour des Congolais pour qu'ils s'insèrent dans la dynamique de la recherche de la lutte contre la pauvreté, ces projets ont échoué. Pourquoi? Alors que la logique voudrait que ces projets, tout le monde... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est triste pour mon pays. Moi, aux affaires étrangères, je n'étais qu'un ministre délégué. J'avais un supérieur hiérarchique qui était Shoki Tundu. Bon, aujourd'hui, on n'est plus aux affaires ni lui ni moi, donc je peux parler un peu des choses d'intérieur. Et ces deux projets étaient très, très importants. Le projet de la banque en termes de flux qui passait à la Banque centrale ici, c'était 175 milliards de dollars par an qui étaient prévus. Moi, j'ai eu la Banque mondiale, j'ai eu les Chinois, le BRIC dont on parle aujourd'hui. Ils m'ont envoyé un délégué. Et donc, on a travaillé sur parce que nous sommes 16 millions. C'est des dossiers qui ont été travaillés par 16 millions de Congolais de l'étranger. De l'étranger. Et des dossiers ont été travaillés par nos compatriotes qui sont intelligents, qui sont du domaine. Ils ont pris presque
1 année pour travailler ces dossiers et on a finalisé le dossier. 3 fois inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres, 3 fois enlevé. Pour quelle raison, je ne saurais pas. Et la dernière fois, la toute dernière, c'est que les maîtres d'œuvre de ce projet, celui qui pilotait ce projet, c'est un compatriote qui est au Texas, un Congolais de chez nous, de la province de Bandundu, qui est venu ici avec son équipe, et puis les autres sont venus de Londres, parce que cette fois-là, on m'a accordé qu'on présentera ce projet au Conseil des ministres, et s'il est voté, on le mettait en marche. La carte au CAPI, c'était Congolese Foreigners Card. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi je vis à l'étranger depuis très longtemps, je vois des Congolais et des Congolaises qui ont épousé des étrangers. Parfois, ils ont du mal à revenir chez nous avec leurs enfants, alors qu'ils ont les moyens. Pourquoi? Parce que ils doivent aller chercher des visas, c'est long, des formalités de visa. Et c'est des difficultés. Et s'ils travaillent, ils ont 30 jours de travail, ils préfèrent aller en Côte d'Ivoire, au Sénégal, aller dépenser de l'argent au Sénégal, que venir dépenser de l'argent chez nous. Donc on a imaginé la carte. On s'est dit, on met une carte à disposition. Dès là où ils sont, en Australie, pour mettre une parenthèse, moi j'ai reçu des Congolais de l'Australie. Nous sommes presque 900 000 en Australie. Et les responsables sont venus me voir pour me dire, Excellence, nous pour avoir le visa, parce que nous sommes tous des Australiens presque, pour avoir le visa, nous sommes obligés soit d'aller au Japon, où il y a l'ambassade, soit d'aller en Afrique du Sud. Et si on arrive à Johannesburg, il faut passer au moins 1 semaine. Et si on vous donne un mois de congé, vous avez déjà bouffé 1 semaine pour les vacances et pour les visas, les temps de venir au Congo, vous n'avez même pas le temps de parler avec la famille. Réglez-nous cette question. Donc la carte, elle répondait à cette problématique. Et donc j'ai fait tout ça. La carte, elle répondait parfaitement à la question. Même les Congolais qui ont épousé des Congolaises, elles y avaient droit à condition d'éprouver la filiation. Dès là où ils sont, ils appliquent sur Internet. Et puis en venant ici à l'aéroport, on prend les empreintes digitales et on sort la carte tout de suite. Je trouvais une société anglaise qui était prête à financer des A à Z. Comment on appelle ça, en BOT. Tout était fin prêt. Je n'ai jamais compris aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, à 5 minutes de présenter le projet en conseil, et puis il y a un coup de fil qui tombe, on dit il faut annuler. Ce sont les réalités du pouvoir à l'intérieur de celui-ci. C'est comme ça que la question de ce soir reste très pertinente. Quelle est finalement la cause nationale? Nous nous battons tous ensemble pour quelle cause? Qu'est-ce qui peut mettre les Congolais ensemble de manière à ce qu'il n'y ait pas, comme à 5 minutes d'un règlement comme celui-là, des décisions contradictoires? Avant que notre invité ne revienne sur cette question, nous avons quand même demandé à la population, vous qui nous suivez, quelques-uns d'entre vous ont réagi. Quelle est finalement, malgré nos divergences, quelle pourrait être la cause nationale? Suivons. Malgré les divergences d'opinion, malgré les divergences qui font à ce que nous puissions nous tirailler, pour moi, la chose majeure qui doit nous unir, c'est l'amour. Et étant que chrétien plutôt, j'aimerais ce que la parole de Dieu dit dans Nombre 33, 53. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez. Car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Pour moi, l'amour de la patrie, c'est la seule chose qui doit nous unir. Aimer le Congo, pas aimer le président de la République, pas aimer un artiste, pas aimer une femme d'abord, mais c'est aimer cette terre parce que c'est un cadeau de Dieu. Dieu nous a établis là et je crois que l'amour, comme c'est plus fort que tout, comme l'amour subsistera même pour toujours, la Bible aussi dit que même les prophéties passeront, tout passera, mais l'amour subsistera pour toujours. Et pour moi, l'amour de la patrie, c'est cette terre que l'Éternel m'a donnée, dont mes parents ont eu à me donner. Je suis venu au monde ici dans ce pays. C'est d'abord l'amour du Congo. Une chose que je ne peux jamais tolérer à qui que ce soit de m'enlever. Partout où je partirai, même si je change de nationalité demain, je dirai toujours je suis Congolais d'origine. National, pour moi, partout au monde, les civils n'ont jamais arraché le pouvoir entre les mains des militaires. C'est la première fois que nous vivons ça au Congo. Quand nous vivons de ça au Congo, on ne peut pas dire que nous avons des opposants, nous avons des divergences, non. Laissons le président évoluer jusqu'à son dernier mandat. Moi, j'ai fait 55 ans ici à Kinshasa. Je suis venu ici à Kinshasa à l'âge de 20 ans. C'est que je vivais ici à Kinshasa.
à l'époque de Marshall. C'est que j'ai vécu à l'époque de Musée et de Kabila. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, moi je trouve qu'il y a un grand changement. Parce qu'avoir un civil à la tête du pays, ce n'est pas une chose facile. Mais l'amour d'une nation, nous devons la préserver. Nous devons préserver cet amour-là. Nous savons qu'il y a ce qu'on nous répète chaque jour, plusieurs dialectes, plusieurs territoires, mais nous sommes une nation d'abord. Et une nation doit être préservée. Et même au sacrifice du sang, je peux le dire, nous devons rester unis. Restons unis autour, surtout de nos dirigeants. Ne soyons pas, ne tergiversons pas. Restons unis pour notre pays. C'est la seule que nous avons. Même si on se déplace, quand on entend la musique, quand on voit notre drapeau ailleurs, on est toujours content et on est très heureux. J'espère que ça sera une bonne chose pour nous et pour nos enfants de trouver un pays uni. Voilà, l'amour de la patrie, le fait que le pouvoir civil est en train de diriger à la place des militaires, l'amour de la nation, ces choses-là nous mettent ensemble et ces choses-là doivent être l'unité nationale. Alors, qu'est-ce que vous dites-vous de ça? Écoutez, la réponse est donnée. Vous savez, une nation s'est construite. Une nation s'est construite parfois dans les sangs, par des exemples et par la force de l'esprit. Le patriotisme, justement, tous nos compatriotes qui ont parlé, je suis entièrement d'accord avec eux. Et il y en a un mot qui m'a particulièrement touché à l'esprit, c'est pas le président qu'il faut chercher à aimer, c'est plutôt la patrie. En fait, il est en train de dire, les hommes passeront, mais la patrie reste. Donc il faut donner les maximums de soi pour sa patrie. La meilleure façon d'aider le président, c'est justement de participer à la construction de la patrie et de pousser dans toutes les actions, les impulsions qu'il donne et de le faire avec probité, avec amour, pour réussir. Parce que la réussite, ce n'est pas forcément qu'elle nous profitera à nous, elle profitera peut-être à des générations qui viendront. On a vu, encore une fois, j'aime bien toujours donner des exemples de François Mitterrand, parce que c'est le président que je connais le mieux. Il a construit, il a la plus grande place commerciale en Europe qui s'appelle La Défense. Moi, je me souviens, j'étais jeune quand il construisait, il y avait des manifestations tous les jours. Et personne ne voulait de ça, parce que c'est de l'argent de l'État qu'il était en train de jeter en l'air. Mais aujourd'hui, on parle. Cette place, elle génère des milliards de dollars, mais lui, il est déjà mort. Mais en fait, il a anticipé dans la réflexion. Il a vu très loin, il a fait des projections. C'était un véritable homme d'État, François Mitterrand. C'est ce qu'il faut pour notre pays. Et donc, pour moi, ce qui doit nous rassembler, la classe politique, c'est d'abord la patrie. Les ambitions personnelles sont un frein au progrès national. La plupart de nos hommes politiques, dès qu'on arrive au moment des élections, ils ont tellement des ambitions surdimensionnées qu'ils oublient même que notre pays est en danger. Vous savez, j'ai lu tous les livres de Charles Onana, l'Holocauste. Holocauste Congo. Ouais, je l'ai lu et je l'ai même ici, dans la salle d'attente. Il révèle beaucoup de choses que les Congolais ordinaires ignorent. Et toute la guerre que nous sommes en train de vivre aujourd'hui n'est pas près de terminer. Il nous rappelle même à l'ordre en disant, attention, les Congolais doivent se réveiller. Pour moi, les élections, ce n'est pas l'apanage du progrès de notre pays. C'est un point de détail dans la marche du progrès, de la stabilité de notre pays. Le plus important pour nous, si demain la classe politique était capable de se mettre d'accord. Vous voyez, l'Ukraine est en guerre. Et pourtant, l'année prochaine en Ukraine, il y a les élections. Ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Ils veulent d'abord finir la guerre avant de commencer à parler des élections. Parce que comment voulez-vous chaque fois vous courez derrière les élections alors qu'une partie de notre territoire est occupée par les ennemis? Vous comprenez? Et donc, le président à lui tout seul
Il ne peut pas terminer ces problèmes si la nation n'est pas unie autour d'un même projet commun, c'est-à-dire retrouvons d'abord notre unité nationale et l'intégrité territoriale pour mettre dehors les ennemis. C'est ça qui devrait être la priorité. Et les revendications de la classe politique devraient plutôt axer, n'est-ce pas, leurs flèches sur cette direction-là. Mais hélas, aujourd'hui on constate que les gens y crient, on veut changer la CENI, on change la CENI, quitte là, moi je m'y mets, et le président va se représenter, il va frauder les élections, ainsi de suite. Et donc, même les revendications réelles, véritables, qui peuvent aider les pays à sortir de ces souffrances, sont déplacées. C'est triste et c'est dommage. C'est-à-dire, les gens nous considèrent que nous sommes des grands enfants, la classe politique congolaise, particulièrement de la RDC. Parce qu'il n'y a aucun homme d'État qui, aujourd'hui, s'élève en disant « Est-ce que nous ne pouvons pas asseoir un petit peu le problème électoral ?» Parce que les institutions que nous avons aujourd'hui, est-ce qu'elles sont véritablement adaptées au progrès du Congo? Moi, j'ai dit non, elles ne sont pas adaptées. Donc, nous pouvons définir notre propre direction pour que nous puissions développer ces pays. Et nous ne pouvons le faire qu'avec les autres ensemble. Vous savez, une fois au Conseil des ministres, la seule personne qui m'a soutenu, c'est Bahati Lukwebo. Donc lui, il pourra témoigner. Au Conseil des ministres, on doit voter le budget de la nation. Le budget, c'est quoi? C'est 7 milliards de dollars. Moi, je n'étais pas d'accord. Du tout, du tout. Mais j'ai eu le courage, j'ai levé la main, le président Kabila était là. J'ai dit, Excellence, moi, hier, en conseil interministériel, j'ai refusé le budget. Aujourd'hui, pour le voter, j'ai dit, j'ai refusé aussi. Alors, le président a dit, expliquez-vous, je m'explique. J'ai dit, on vote 7 milliards de dollars pour 12 mois. Quand on divise 7 milliards de dollars par 12, on a par an, et par mois, qu'est-ce qu'on a? On a 7 milliards divisé par 12, je ne sais même pas faire les calculs mentaux tout de suite. Moins d'un milliard en tout cas. Moins d'un milliard. Autour de 500 millions. Comment vous allez payer les enseignants? Comment vous allez payer les militaires? Comment vous allez faire des routes, les chemins de fer, l'électricité, curer les caniveaux, éviter des inondations? C'est pas possible. J'ai dit, qu'est-ce qui nous freine? Nous sommes capables, nous, aujourd'hui, de voter un budget à la folie. Les gens vont crier comme des fous. Mais je vous dis une chose, la logique amène quelqu'un d'un point A vers un point B. Mais le rêve, lui, il vous fait découvrir l'univers. Et il vous donne une capacité que personne n'a. Rêvons. Et c'est comme ça qu'on va booster ces pays. Ils ne m'ont pas écouté. Mais quand on est sorti du conseil, au moment où on prenait le repas, tous les ministres sont venus me voir pour me dire, non mais tu sais, tu as raison. Je dis, bon, stop. Si vous voulez changer l'avenir des Congolais, vous devez être courageux. Vous avez quelque chose, dans les pantalons, vous n'en avez pas. Vous n'êtes pas capable de décider. C'est-à-dire, vous êtes là, dès que le président dit quelque chose, non, exprimez-vous parce que les Congolais comptent sur vous. Vous êtes au sommet de la nation. Vous avez peur de lui dire, 7 milliards, ce n'est pas suffisant. Vous dites la Banque mondiale. Non, on s'en fout, la Banque mondiale. Parce que la Banque mondiale n'a formé que des abrutis. Si vous voyez quelqu'un, mes chers compatriotes, qui vient devant vous, vous dire, moi, j'étais expert de la Banque mondiale, ce sont des abrutis. Je ne vais pas dire des idiots parce que c'est une insulte, mais en tout cas, ce sont des abrutis. Donnez-moi un seul pays au monde que la Banque mondiale a développé. C'est un outil, parce que les gens ne lisent pas. La Banque mondiale, c'est un outil de pression. C'est un outil d'asservissement. La Banque mondiale est venue chez nous. Ils nous ont imposé les ajustements structurels. On a viré les enseignants, on était dans une classe à 12, à 13, un enseignant se retrouve avec une classe de 100 enfants. Comment il va dispenser un bon enseignement? Tout a dégringolé à cause de la Banque mondiale. Il y a plein de choses. La dévaluation, à cause de la Banque mondiale. Je sens une fureur monter. Vous savez, parce qu'il faut développer. C'est comme ça que notre classe politique, ne regardant pas la réalité en face, on s'attaque plutôt à Félix, parce que c'est trop facile. Vous savez, quand il était dans l'opposition, il pouvait répondre. Aujourd'hui, il est président de la République. Il ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre parce qu'il ne peut pas répondre à toutes les attaques. Très bien. Mais la réalité, elle est là et nous sommes tous... Vous allez reprendre la parole. Vous avez dit beaucoup de choses, hein, c'est vrai. On ne va pas faire le procès de la Banque mondiale. Nous faisons d'abord et avant tout le procès de notre propre attachement à la nation. Vous avez vos opinions et je ne peux que les respecter.
tant que vous le défendez avec courage et détermination. Mais vous dites effectivement que nous pouvons nous-mêmes, en tant que Congolais, prendre notre destin en main, et vous avez certainement raison. Mais nous ne sommes pas sur un îlot, nous sommes dans un monde en interdépendance. C'est comme ça que je voudrais vous demander de jeter un coup d'œil sur le Congo dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes au confluent d'un jeu géostratégique mondial important. Les décisions que nous prenons ici ont une incidence sur la manière dont le monde est dirigé. Alors, est-ce que vous pensez que nous avons connaissance de la géostratégie mondiale? Est-ce que le Congo, surtout la classe politique, celle qui dirige, est-ce qu'elle prend en compte et les intérêts nationaux, mais en même temps les dynamiques internationales? Je pense que, d'abord, je dois soulever un point important. Les gens intelligents, je veux dire, qui ont la capacité, la jugeote, si ces personnes n'ont pas les moyens financiers, chez nous au Congo aujourd'hui, ils ont du mal à émerger. Donc on laisse la place, la classe politique, parfois, à des abrutis, mais qui ont les moyens. Étant donné qu'ils ont les moyens, ils prennent une place importante. Ils parlent au nom de la nation, sans savoir de quoi ils parlent. Mais malheureusement, hélas, les gens qui sont capables, en mesure de prendre parole, d'agir pour la nation, peut-être sont financièrement faibles. Voilà, ça c'est un point que je voulais souligner. Et donc oui, nous comprenons la géopolitique. Mais dans la géopolitique, moi j'étais ministre aux Affaires étrangères, le premier élément, c'est d'abord l'intérêt national. Est-ce que les décisions que nous prenons sont en faveur de notre pays, oui ou non? Si c'est non, on ne les prend pas. N'importe quel pays au monde, c'est la première marche dans les relations diplomatiques. Et cette marche-là, nous, on ne la franchit pas. On a eu des ministres aux Affaires étrangères qui n'étaient des ministres que des noms. Parce que les Affaires étrangères, c'est un ministère important. Il faut produire des résultats. Mais on ne voit pas les résultats. Donc, là, désolé, j'interpelle les chefs de l'État à ces sujets. J'interpelle parce que moi, j'étais dans 2-3 pays, je suis allé visiter nos ambassades, c'est une peau de chagrin, c'est triste. Donc, il faudrait que les chefs de l'État fassent quelque chose. Parce que les affaires étrangères, c'est l'image non seulement du chef de l'État, du président de la République, mais aussi du pays. La manière dont les ambassades sont conduites à l'extérieur, on regarde la manière dont les pays est conduit à l'intérieur. Et c'est comme ça. Et donc, les rapports sont faits. Si on veut qu'on soit respecté dans le monde des grands, on doit commencer à prendre la marche des grands. Sinon, on sera toujours considéré comme de petits et les autres ils décideront pour nous. La preuve, c'est qu'on attendait que Macron vienne ici pour condamner les Rwandais. On s'en fout que Macron condamne les Rwandais. Nous, les Congolais, mettons-nous d'abord ensemble nous-mêmes pour régler les problèmes avec les Rwandais. Parce que les Rwandais nous agressent. On ne peut pas avoir un ennemi chez nous et on crie derrière pour attendre que la France vienne nous aider. Nous pouvons le faire nous-mêmes. Et ça, c'est la responsabilité de la classe politique, de l'opposition, comme de la classe politique dirigeante. Il faut qu'elle aussi prenne le courage en main de réunir toute la classe politique pour discuter sur des questions importantes. Deuxième marche que vous avez peut-être pas encore annoncée, c'est que c'est l'économie mondiale. Nous sommes un pays convoité, vous venez de citer le Rwanda, nous devons négocier avec les grandes puissances. Dans notre pays, on a déjà trouvé un adversaire invisible, mais qui a un nom, c'est les multinationales. Nous pensons que nous sommes combattus par des gros intérêts, invisibles, donc impossible de les toucher des mains et même de les plier. Est-ce qu'il est encore temps, il n'est pas encore possible de mettre en place une politique qui puisse finalement domestiquer cet ennemi lointain? Est-il capable de le faire aujourd'hui? Oui. Oui, parce que moi, le temps ça fait presque 40 ans que je vis en Occident. J'ai étudié là-bas, j'ai fait tout mon cursus. Je peux dire que je les connais très bien. C'est pas, je vais là-bas une semaine, je reviens. Non, c'est y vivre tous les jours. Nous devons être capables de dire non aux personnes à qui on pense qu'ils sont grands. Ça, ce sont des tigres en papier. Ils ont de la grandeur qui est des noms. Quand on est grand, on trouve des solutions aux petits.
Et si eux n'ont jamais été capables de nous trouver des solutions, ils ne sont pas grands. Ils ne sont pas grands. C'est très clair. Donc, le président de la République et toute son équipe doivent être capables de prendre des grandes décisions pour notre développement. On a vu au Mali, on a vu au Burkina Faso, il faut décider. Parce que si vous ne décidez pas, vous vous laissez plutôt marcher sur les pieds. Premièrement, faire monter en puissance notre armée. Parce qu'un pays qui est en insécurité permanente, c'est un pays qui ne se développera jamais. Aucune personne ne viendra investir dans ce pays. Donc, faire monter en puissance notre armée. Nous avons une monnaie autonome. Qu'est-ce qui nous empêche de nous réunir nous-mêmes, de décider que pendant 10 ans, il n'y aura pas élection dans ces pays. Nous allons maintenant nous concentrer sur le développement. On construit les routes, les chemins de fer. Ce n'est qu'après, le Brésil l'a fait. Après, on organisera les élections. Personne ne viendra nous emmerder. C'est une décision autonome. Nous sommes libres de disposer de nous-mêmes. Mais nous donnons notre pouvoir à des institutions qui nous prennent le pouvoir parce qu'ils nous font peur. Parce qu'on n'a pas le courage collectif de prendre des décisions. Et ça, ce sont les dirigeants qui doivent décider ainsi. Moi, à la place, c'est pour ça que j'ai dit, moi, je suis un homme providentiel pour ces pays. Je suis, moi, personnellement, à la tête de ces pays. Je prendrai des décisions très radicales vis-à-vis des institutions. Ça, c'est clair. On sent que vous êtes un radical, un homme teigneux. Vous voulez casser la baraque. Je suis de l'école d'Étienne Tshisekedi. Je suis de son école. Alors, c'est ça. Tout à l'heure, j'ai fait venir à la mémoire collective une interview que vous avez accordée il y a 12 ans. Alors, nous avons essayé de suivre un peu. Est-ce que l'homme n'a pas changé? Nous avons fouillé un tout petit peu. Il y a 9 ans, vous avez, je crois, encore accordé une interview à une de nos jeunes consoeurs, et Dieu merci, Nzob d'Antenne A. Nous avons pris un extrait, parce que là, vous parliez encore, vous, Emmanuel Lunga, et vous parliez de votre force de conviction. Nous allons suivre ce deuxième extrait. Comme un parti politique, nous avons un siège. Quand il s'agit de déposer un certain nombre de documents, on nous envoie des gens au siège du ministère de l'Intérieur. Donc on n'a eu aucun document. On a une permanence. On n'a eu aucun document. Mais malgré qu'on n'a eu aucun document, on était prêt quand même à y aller. Mais il fallait associer tout le monde. La démarche devait être mûrie, enrichie, pour que ça soit fort, ça donne l'impact qu'il fallait. C'est à notre avantage. C'est à notre avantage. Et moi, j'ai fait la conférence de presse, mais je me suis attiré la foudre des extrémistes. Il y a les extrémistes, un certain nombre de combattants qui sont à l'extrême. Ils m'ont insulté, ils m'ont considéré que on m'a donné de l'argent, pour être un peu vulgaire, qu'on m'a donné de l'argent. Et c'est pour ça que j'ai fait une conférence de presse pour diviser les Congolais qui sont à l'extérieur, ainsi de suite. Mais j'ai expliqué que la majorité, ce ne sont pas des ennemis. Nous sommes tous des Congolais, il faut prendre conscience de ça. Ce ne sont pas des ennemis. Moi, j'ai des amis dans la majorité. Même si on ne partage pas les mêmes points de vue. Ce sont des adversaires politiques. Ils ont leur vision que moi, je ne partage pas. Nous, on a la nôtre. Et on se bat que sur les problèmes de vision, pas physiquement. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur la loi sur l'amnistie, M. Emmanuel Ilunga. Est-ce que cette loi répond à l'esprit et à la lettre de l'accord cadre d'Addis Abeba ou encore de la déclaration de Nairobi? Non. Non. Parce qu'il y a beaucoup de partis qui n'ont pas participé. Le souci majeur, encore une fois, c'est qu'il fallait faire comme la conférence nationale souveraine. Vous avez vu que ça a engagé au-delà même des Congolais. Pour une loi. C'est important, parce que notre pays souffre, notre pays a beaucoup de blessures. Nous cherchons la cohésion nationale. Mais est-ce que cette cohésion ne se trouve que dans les conférences, dans les concertations? On en a tellement fait. Qu'est-ce qui a changé en République démocratique du Congo? Quand vous avez un conflit, les seuls moyens de régler les conflits, c'est les dialogues. C'est pour ça que vous avez les conférences des Yalta, les conférences des CECI, les G7, tout le temps les conférences. Parce que ce n'est que par ces moyens qu'on peut régler des problèmes entre gens civilisés. Donc il fallait qu'on prenne les temps nécessaires. Pas sous-estimer les uns en disant comme si le Congo était une propriété privée. Non, nous sommes tous des Congolais. Le Congo nous appartient à tous. Et s'il faut les construire, nous devons les construire tous ensemble. Mais il y a eu beaucoup d'orgueil. Certaines se sont comportées avec beaucoup d'orgueil vis-à-vis des autres. Donc ça ne peut pas renforcer cette cohésion tant souhaitée par tout le monde. Et pour qu'il y ait cette cohésion, il faut absolument, c'est pas trop tard, on peut refaire les choses. Même si les gens se moquent de nous, mais nous savons où nous voulons aller. Il faut faire des choses
comme des grands garçons, comme des gens civilisés, associer tout le monde, même des gens qu'on n'aime pas. Associer même le M23 qui viole le principe savez, de la déclaration de Nairobi. Vous savez, même les gens qu'on n'aime pas, qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? Nous ne voulons plus de guerre. Nous ne voulons plus que quand quelqu'un veut prendre le pouvoir dans ces pays, qu'il prenne les armes. Nous ne voulons plus ça. Ça, nous sommes totalement contre. C'est pourquoi, moi, personnellement, j'ai eu des soucis avec comment ça s'appelle, les gens qui suivent Ngwanda, les militants de Ngwanda. Parce que j'ai demandé un débat avec Ngwanda. Ngwanda, il prêche de venir militairement au Congo. Pour faire quoi militairement? Pour tuer les Congolais? Donc, alors pour éviter qu'il n'y ait plus de Congolais qui aient ça dans leur esprit, il faut ouvrir l'espace public, des débats. Il faut que les débats quittent les armes pour que les débats viennent sur la table. Que ce soit les débats d'intelligence au lieu que ça reste les débats de force physique. Les débats quittent la table quand? Lorsque l'espace public est fermé. À ce moment-là, les débats vont dans la rue et vont vers les armes et vers la violence. Très fougueux, mon Dieu. Vous ne laissez rien, Non, vous non. êtes teigneux, vous suivez les choses jusqu'au détail. Évidemment, ça fait longtemps, à l'époque, c'était toujours les M23, les fameux M23. À l'époque, il y avait la question de l'amnistie, la question de la réinsertion de tous ces gens. Vous êtes quelqu'un qui prêchait systématiquement les dialogues comme un moyen de résolution des conflits. Oui. Vous avez même dit un moyen civilisé. Pouvez-vous dire les mêmes choses aujourd'hui? Absolument. Absolument. Mais ces dialogues, en fait, nous avons en face de nous, parce que les dialogues supposent deux personnes consentantes. Aujourd'hui, ce qui se passe dans l'Est, nous ne pouvons plus dialoguer avec les M23. Parce que nous avons essayé, ils ont même été insérés dans l'armée, mais ils sont venus dans notre pays pour affaiblir notre armée et pour plier le Congo et les diviser en plusieurs morceaux. Donc, on n'a pas affaire à des gens qui veulent la grandeur du Congo. On a affaire à des gens qui veulent nous descendre. Et donc, nous devons montrer les muscles. En latin, on dit civis pacem parabellum. Qui veut la paix, prépare la guerre. Donc, nous devons appuyer, moi, sur ça, j'appuie totalement la démarche du président de la République de renforcer l'armée. Notre armée est en train de monter en puissance progressivement. Moi, j'ai lu aujourd'hui sur Washington Post, c'est en anglais, la manière dont on parle de l'armée congolaise, que l'armée dans la sous-région, elle est en train de monter en puissance. Et c'est ce qui se passe dans l'Est, parce que c'est de la guérilla. Ce n'est pas du corps à corps, ce n'est pas une guerre conventionnelle. Aucun pays ne peut tenir avec nous aujourd'hui dans une guerre conventionnelle. Donc, comme ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir dans une guerre conventionnelle, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent des mercenaires. Ils enlèvent la tenue de leur pays, ils utilisent des mercenaires. Mais ils n'y arriveront pas. Ça, je peux vous avouer qu'il faut nous finir tous les Congolais jusqu'au dernier. Même pas un centimètre on laissera. Alors, évidemment, nous sommes d'accord qu'il faut aimer la patrie, il faut la défendre. Nous sommes d'accord qu'il faut prendre des décisions autonomes et puissantes et matures. Nous sommes d'accord aussi que notre classe politique est la dernière à ne pas comprendre cela. Vous êtes tous dispersés. Alors, s'il vous était demandé aujourd'hui de donner quelques conseils, parce que vous êtes quand même quelqu'un d'expérience, nous ne pouvons pas non plus reculer. Les élections sont constitutionnelles et ils sont déjà en avancées. On ne peut donc pas annuler les processus électoraux. Nous sommes là. Alors, si on devait vous entendre, vous écouter, comment nous ferions pour pouvoir rejoindre les deux points, c'est-à-dire tenir la bravée haute, les questions sécuritaires et les questions patriotiques, en même temps obéir finalement au processus électoral? Parfait. Deux choses. La première, c'est que moi je crois que nous pouvons, parce que tout processus entamé par un homme peut être arrêté par un homme. Ce n'est pas immuable. Nous constatons que le moment électoral, c'est des moments très critiques pour notre pays. C'est toujours contesté. Parce que la démarche même pour y arriver, parfois elle prête à confusion. Parfois il y a énormément de difficultés d'enrôlement, des livraisons des cartes. Donc ça crée des doutes dans l'esprit des gens. C'est pour ça qu'il faut bien faire les choses. Si ça demande pour bien faire les choses, il faut du temps. Prenons ce temps. Parce que notre pays est éternel. Quel héritage nous laissons à la génération qui arrive?
Moi, personnellement, je préfère ne pas avoir des mauvaises élections aujourd'hui, mais les avoir dans 2 ans, 3 ans, mais des très bonnes élections. Comme ça, quand on prend la marche sur cette période-là, au moins on est sûr qu'on va laisser un pays propre à nos enfants, à nos arrière-petits-enfants et à ceux qu'on n'a pas vu naître. Je crois que c'est le bon sens. Et ça, c'est la responsabilité. Il faut avoir simplement le courage de le dire. On parle de la Constitution. Mais la Constitution, on peut la toucher, bien entendu. Ce ne sera pas la première fois. On ne sera pas les premiers pays à toucher la Constitution. Pour l'intérêt supérieur de la nation. Pour nos intérêts futurs. Vous imaginez la manière dont les règles sont définies dans cette Constitution. À l'époque où elle était votée au référendum, d'abord, il y a beaucoup de partis qui l'ont sabotée, qui l'ont rejetée. Nous, en premier, on n'a pas voté pour cette Constitution. Donc, on a soulevé des points qui étaient en désaccord avec le progrès. Mais pourquoi aujourd'hui? C'est un processus, comme on dit, processus électoral. Nous sommes libres de nous mettre d'accord. Ça, c'est maintenant la responsabilité du chef de l'État. Il est le père de la nation. C'est à lui de dire, tenez, regardez l'état de la nation. Vous êtes la classe politique, vous êtes les racines de ces pays. Qu'est-ce que vous proposez pour que cette situation cesse? Les écouter individuellement. De son propre chef, le président peut faire cette démarche. Il peut appeler chacun. Il a nos numéros à tous. Et au nom de la patrie, au nom de la nation, tout le monde ira répondre présent. C'est après ce type d'entretien. Les États-Unis ont fait ça. À l'époque, c'était, je crois, Abraham Lincoln ou avant Lincoln. Parce que les États-Unis, c'était les sudistes et les nordistes. Il y avait des guerres partout. Mais pour unir les gens, ils ont su discuter, organiser la discussion et partager l'éthique de la responsabilité. Monsieur Ilunga, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais je ne pourrais pas me séparer de vous sans d'abord vous remercier pour tout ce que vous venez de partager ce soir, mais aussi pour que c'est un chemin critique. Nous arrivons donc au rivage. Vous devez avoir un message certainement adressé à cette jeunesse qui vous a suivi ce soir. Vous êtes un homme politique, donc vous fonctionnez avec des paroles qui touchent les vocations intérieures. Vous touchez la jeunesse qui se forme, qui se forge un chemin. Alors, ce soir, ils vous auraient suivi, et que peuvent-ils retenir, ces jeunes? Alors, d'abord, je m'adresse à tous mes compatriotes. Notre jeunesse, la jeunesse de toute une nation, ou de toutes les nations du monde, c'est la sève. C'est la clé, c'est les adultes de demain. C'est les ministres de demain. C'est les chefs de l'État de demain. Si nous, au Congo, nous voulons avoir une classe politique, quand on sera vieux, on n'aura plus de force, qui s'occupe avec respect de nous, c'est aujourd'hui, il faut qu'on retrace les choses. Je ne crois pas que notre jeunesse est réfractaire au progrès. Il faut l'accompagner. Accompagner l'envie que notre jeunesse a de progresser, d'évoluer et d'avoir une meilleure vie, comme tout le monde. Mais ça, c'est toujours de la responsabilité des adultes, parce que les adultes ont été jeunes, ils ont traversé la jeunesse, et les souffrances de la jeunesse, ils sont à même de mieux le comprendre, parce qu'ils ont déjà traversé ces souffrances. Et pour tous les autres compatriotes, moi j'adresse un message d'unité. De dire, tous ceux qui prennent le chef de l'État pour cible, ils ont tort. Ils ont vraiment tort. Si vous entrez en profondeur dans les livres que je vous conseille, Holocauste de Charles Onana, vous verrez qu'il y a des forces obscures qui se battent jour et nuit pour sectionner notre pays, nous diviser. Ils ont des bras armés, c'est le Rwanda et quelquefois l'Ouganda. Mais ils veulent, par tous les moyens, ils ne sont pas fatigués. Si nous sommes distraits et nous nous battons contre le président de la République, nous avons totalement tort. Parce que le président de la République, il a désigné nommément le frein à tous ces projets qui freinent le projet du chef de l'État. Et pour l'accompagner, lui, pour ceux qui aiment bien crier son nom, c'est chercher à convaincre la nation tout entière que nous sommes véritablement en guerre. Et quand une nation est en guerre, on se soude, on reste ensemble pour protéger déjà les acquis et faire en sorte de renforcer nos racines nationales.
Merci beaucoup. Merci, Monsieur Emmanuel Ilunga, président de l'ARP. Merci aussi à vous, amis téléspectateurs, pour avoir suivi cette émission. J'espère que nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un autre numéro. Quant à moi, je ne peux que vous conseiller de mettre en pratique les bonnes choses qui ont été dites ce soir. Nous n'avons qu'une nation et chacun de nous a le devoir de protéger celle-ci. Au revoir et à la prochaine.